Bonjour, bienvenue dans cette conférence sur la semaine de la presse, la 32e semaine de la presse à l'école, organisée par Léa avec Nathan Pédagogie, avec Éric Lagneau, journaliste à l'agence Presse. Bonjour. Qui nous a fait l'amitié de venir présenter avec ses enjeux aux enseignants et aux classes. Éric Lagneau a 25 ans d'expérience en tant que journaliste. Il a travaillé à sein de l'agence Presse dans différents services. Il a notamment dirigé le desk sport avec l'expérience variée et actuellement il travaille au service politique de l'agence Presse. Il va vous parler du métier de journaliste et il répondra à vos questions après cette présentation d'une vingtaine de minutes. Et à l'occasion de la 32e semaine de la presse, vous avez aussi la possibilité de participer à un journal en classe avec vos enseignants, pour ceux qui se sont déjà inscrits. Vous pouvez continuer à le faire sur le site et vous avez une maquette de cette semaine de la presse. Vous avez une maquette de cette semaine de la presse qui est réalisable sur Léa dans le groupe de travail dédié en partenariat avec Mad Mag qui permet de réaliser une maquette souple pour des interviews, des articles, une couverture, etc. Et vous pourrez vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur le site Léa pour cette maquette. Mais là, je laisse la parole à Éric qui va vous parler du métier de journaliste, de celui de particulier de journaliste d'agence à l'agence France Presse, et toutes les questions pratiques que vous vous posez sur ce qu'est le métier de journaliste et comment on devient journaliste, et comment on peut éviter aussi de faire des erreurs en termes de nouvelles et décoder l'information. Éric, c'est à vous. Merci beaucoup Stanislas, merci pour l'invitation. Et puis bonjour à tous. Alors je vais juste inviter une petite addendum en latin à ce que vient de dire Stanislas, c'est qu'en plus d'être journaliste, je suis également chercheur à l'EHESS, où j'ai travaillé justement sur la sociologie du journalisme, sur réfléchir au travail de journaliste. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le journalisme, c'est un métier. De plus en plus, on voit des gens qui, parce qu'ils utilisent des téléphones, qui prennent des photos, qui prennent des vidéos, peuvent avoir l'impression d'être aussi des journalistes, et parfois ce qu'ils font est très utile. Mais il n'empêche que le journalisme, c'est un métier qui s'apprend, je vais y revenir. Actuellement, vous le savez peut-être, mais il y a pas moins de 35 000 journalistes qui détiennent une carte de presse professionnelle en France. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est un métier qui est extrêmement varié, puisqu'on peut le faire sous des formes très différentes, dans des supports différents, la télé, la radio, le web, la presse écrite encore, qui est un peu en difficulté, mais elle existe encore. Et puis avec des spécialités très diverses, Stanislas vous l'a dit, moi j'ai travaillé un temps comme journaliste sportif, maintenant je suis journaliste politique, on peut travailler sur l'économie, sur la santé, sur la science, très varié. Et donc c'est un métier qui s'apprend, parce qu'en fait il y a de nombreux savoir-faire professionnels à acquérir pour devenir un bon journaliste. Alors il y a bien sûr ce à quoi on pense parfois le plus immédiatement, qui est la maîtrise de savoir-faire technique, savoir utiliser une caméra, pareil pour enregistrer des micros, des logiciels de plus en plus, et puis aussi savoir bien écrire et parler, c'est une chose importante. Mais c'est aussi apprendre à aller chercher une information. C'est pas toujours aussi simple qu'on peut le penser. Ça demande souvent un peu de débrouillardise, un peu de capacité à passer par les fenêtres quand on va fermer la porte. Et puis aussi la maîtrise de ce qu'on peut appeler des règles déontologiques. C'est-à-dire que un bon journaliste ne fait pas n'importe quoi. Il a des règles
suit des règles collectives, on va dire, que les uns et les autres essaient de respecter. Alors, c'est des règles toutes simples sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, c'est la vérification. Hein, on ne publie pas une information qu'on n'a pas vérifiée. Et plus exactement, on peut appeler ça aussi le recoupement, c'est-à-dire le fait que pour donner une information, il faut qu'il y ait deux sources différentes, indépendantes, qui donnent la même information. Ça, si on veut être un peu rigoureux, c'est ce recoupement qu'il faut essayer de respecter. Mais ça peut être d'autres types de règles, hein, comme le fait, enfin, on peut appeler rapidement pluralisme, par exemple, c'est-à-dire que si vous traitez d'une affaire judiciaire, c'est bien de donner la parole aux différentes parties en présence. Si vous traitez d'un match de foot, c'est bien d'avoir le point de vue des deux entraîneurs, des deux équipes. Donc voilà, c'est tout un tas de règles qui appartiennent qui ont été codifiées dans des chartes très importantes pour la profession. Et le métier de journaliste, c'est pas seulement maîtriser une technique, c'est pas seulement savoir parler, mais c'est aussi savoir gérer un tas de tensions dans le métier, de savoir appliquer ces règles de déontologie. Quand je dis tension, bah, c'est par exemple un dilemme ou une tension assez forte et classique dans le journalisme, c'est la tension entre rapidité et fiabilité, pour le dire rapidement. C'est-à-dire, on sait que d'un côté, les journalistes ont toujours envie de donner l'information le plus vite possible, et c'est très bien, mais c'est encore plus important de toujours s'efforcer de la vérifier avant de la donner. Et c'est souvent quelque chose qui devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a, si vous voulez, des pressions de plus en plus fortes pour donner l'information parce qu'elle va vite bruisser sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et donc, on va avoir tendance à être sous pression. Eh bien, le travail du journaliste, c'est aussi de savoir faire la part des choses et de savoir qu'il est toujours plus important de vérifier que de donner l'information plus vite qu'un concurrent, même si c'est parfois ce que les gens ont attiré. Alors, donc, un métier qui s'apprend, ça veut dire aussi qu'il y a différentes manières de l'apprendre. Il y a d'abord des formations qui sont reconnues par la profession, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a 14 écoles, en gros, pour simplifier, qui sont reconnues et maintenant, pour la plupart, ce sont des écoles qu'on fait à master. Donc, il faut faire des bac plus 4 et bac plus 5. On oblige quand même déjà à avoir un parcours universitaire derrière soi. Je peux s'en citer quelques-unes, hein, l'école de journalisme de Lille, ou le CFJ à Paris, mais encore une fois, il y en a 14. Ce sont de très bonnes écoles, mais encore une fois, la plupart, et pour y accéder, il faut déjà avoir un certain bagage universitaire. Et puis, il y a aussi tout un tas d'autres formations, pas forcément reconnues, mais qui sont toujours aussi de valeur et de qualité, qui permettent d'apprendre ce métier de journaliste. On peut aussi l'apprendre sur le tas, entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire sous forme en tirant via des stages avec des gens qu'on rencontre, essayer de commencer à travailler un peu pour un journal, pour un site, c'est plus compliqué pour une radio ou pour une télé, mais ça peut arriver. Et pour voilà, apprendre au fur et à mesure, à faire ce qu'on appelle des piges, faire des collaborations mutuelles, qui permettent d'apprendre également le métier. Dans tous les cas, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir avec vos questions, moi je recommande vraiment d'avoir en tête que le métier de journaliste implique aussi d'avoir une très bonne culture générale. C'est quelque chose de très important. Parce que au-delà de tout ce que j'ai dit sur les techniques à apprendre, ben, c'est sûr que mieux vous maîtrisez le domaine sur lequel vous allez traiter, plus vous avez de chances de ne pas vous laisser embobiner par vos sources. Je viens de dire un mot très important sur lequel je vais revenir. C'est-à-dire les gens qui vous êtes en contact et qui vous ont donné l'information. Parfois, elle est très importante et très intéressante. Et puis parfois, on essaie un peu de vous la vendre sous une forme qui arrange la source en question. Donc là, voilà, plus vous avez une culture générale, plus vous êtes armé pour ne pas vous laisser avoir. Alors, donc après ce premier petit point sur le journalisme, un métier qui s'apprend, je vais laisser à me surveiller pour que je ne sois pas trop long, hein, puisqu'il faut laisser la place pour les questions. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est un peu l'enjeu de cette discussion entre nous, c'est l'importance d'une bonne information. C'est important bien sûr pour les journalistes, parce que voilà, ils sont payés pour ça, c'est leur métier,
mais c'est aussi un enjeu plus largement pour les citoyens et pour la démocratie. Pourquoi? Tout simplement, pour le faire, pour le dire vraiment simple, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans des citoyens qui sont bien informés, au courant des sujets que traite la et pour pouvoir voilà, exercer leur métier, entre guillemets, ou la fonction de citoyen, donc il faut qu'ils aient des bonnes informations. D'où l'importance d'avoir, dans le débat public, un socle commun d'informations, de faits. On peut être en désaccord sur leur interprétation, les opinions sont libres et variées, mais par contre, c'est très important, et je vais revenir tout à l'heure, sur le fait d'avoir un socle commun d'informations qui sont partagées par tous. Après, encore une fois, on peut ne pas être d'accord sur l'interprétation, on peut les juger différemment, on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses, mais c'est important d'avoir ce socle commun. Et donc, ça implique d'avoir des médias, des journalistes notamment, qui s'efforcent d'apporter dans le débat public ces informations et qui, par ailleurs, et on verra dans cette discussion, font en sorte de chasser les mauvaises informations qui sont de plus en plus fréquentes, ce qu'on appelle, j'ai revenir, les fake news, dans un mauvais français, puisqu'il y a un terme anglais, et si on utilise le terme maintenant consacré, c'est infox. Voilà. Je vais revenir tout à l'heure. Alors, juste pour toujours un élément de contexte pour que vous compreniez, parce que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le journalisme a beaucoup évolué ces dernières années, notamment à travers sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent s'exprimer, c'est quelque chose de très positif. Mais du coup, on a parfois, y compris quand on est consommateur d'informations, quand on veut s'informer, parfois il y a un peu un mélange, un parasitage, tout un tas de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, qui peuvent être à la fois, des fois très pertinentes, très sérieuses, vérifiées, et puis d'autres qui sont pas du tout ça, voire des fausses nouvelles. Et donc, c'est très important de pouvoir faire ce tri. Et de plus en plus, les médias ont pris en charge le fait d'essayer de tordre le cou justement à ces fausses nouvelles. Donc là, je vais arriver à une notion qui me semble très importante, qui a peut-être une seule idée un peu que vous devez retenir de cette conférence, entre guillemets, c'est ça, c'est la question de la source. Parce que, en tant que, à la fois pour les journalistes, et puis pour vous, les utilisateurs de ceux qui consomment l'information, les journaux parfois, qui peuvent circuler de l'information qui circule sur les réseaux sociaux de vos amis ou autres, eh bien, cette notion de source, c'est quoi? Du côté des journalistes, c'est le fait que, en fait, il est assez rare que le journaliste assiste directement à l'événement qu'il va rapporter, dont il va parler. Alors, ça arrive, hein, vous couvrez un match de football, vous êtes dans le stade, vous y assistez, vous couvrez un meeting électoral, vous êtes dans la salle aussi. Donc, puis il y a plein d'autres informations en fait, que vous allez avoir sous des formes différentes, où souvent c'est ce qu'on appelle une source. C'est une personne, une organisation de tout type, hein, politique, dans le sport, dans l'économie, chef d'entreprise, voilà, qui vont vous, soit ça peut être par une conférence de presse, par différentes formes, vont essayer de vous donner une information. Et c'est très important pour les journalistes, notamment les journalistes d'agence, je vais parler après, de toujours citer sa source. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours donner l'indication de comment on a eu l'information, par qui on l'a eu. Ça permet de savoir que voilà, le journaliste vous dit ça, mais il ne vous le dit pas parce que c'est son avis ou ceci, cela, il vous le dit parce que il l'a appris par un tel et il vous le dit. Je l'ai appris par Monsieur Tartampion, qui est attaché de presse du club de foot de tel endroit. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis, du côté du public, si je puis dire, de votre côté à vous, c'est très important aussi d'avoir en tête une notion de source. C'est-à-dire, quand un de vos amis vous fait circuler sur TikTok ou ailleurs une information, quelque chose, c'est bien, avant tout de suite de la faire circuler, d'aller voir d'où elle vient. Est-ce qu'elle renvoie à un site d'information? Très bien. Mais quel site d'information? Est-ce que c'est Le Monde, l'AFP, TF1? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, Russia Today ou François? Bon, eh ben,
tous les sites, toutes les sources possibles n'ont pas la même crédibilité, n'ont pas le même sérieux, ne respectent pas toujours les mêmes règles. Et puis après, ça peut être des choses qui circulent sur des sites carrément complotistes, hein, qui racontent des choses très, très particulières, je ne vais pas porter de jugement, et parfois carrément très fausses. Donc, c'est important d'avoir vraiment en tête cette notion de source. Alors, c'est-à-dire on en arrive aux médias auxquels j'appartiens. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pris le temps d'aller regarder, je sais pas, sur le site internet de l'AFP pour investiguer c'est quoi cette agence France Presse. Alors en fait, l'agence France Presse, elle existe depuis pas mal de temps, elle existe depuis 1944, c'est la Libération, ça ne remonte pas à hier, et ça pourrait être une fierté française, on n'en parle pas assez, peut-être que, étant moi-même journaliste à l'agence France Presse, je suis un peu chauvin sur le sujet, mais il faut savoir que dans le monde entier, il n'y a que 3 agences véritablement mondiales, c'est-à-dire à la fois qui couvrent l'information dans le monde entier et qui ont des clients dans le monde entier. Et bien parmi les 3, il y a une agence française, c'est l'AFP. Il y a aussi une agence canado-britannique qui s'appelle Reuters et une américaine qui s'appelle Associated Press. Alors, c'est quoi une agence? Eh bien, il faut utiliser 2 termes pour les qualifier, grossistes d'information ou médias des médias. C'est-à-dire que la fonction première des agences, c'était pas historiquement de s'adresser directement au grand public, mais c'était de fournir des informations sous forme de texte, sous forme plus tard de photos, de vidéos, maintenant aussi d'infographies, de sujets multimédia, etc., à d'autres médias. Hein. Donc les clients qui sont abonnés à l'AFP, ben, c'est des journaux, c'est des radios, c'est des chaînes de télévision, c'est des sites internet, c'est aussi un peu des entreprises parfois ou des institutions. Mais pour le plus important, ce sont des médias. Juste rapidement, parce que je ne veux pas vous laver de chiffres, mais c'est quand même 2400 collaborateurs, AFP, plus de 1700 journalistes, répartis dans le monde entier, hein, c'est à peu près 200 bureaux dans 151 pays, considérable. Et l'AFP travaille essentiellement en 6 langues, qui sont le français, l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'espagnol et le portugais. Voilà, donc c'est vraiment, et avec à peu près 5000 clients dans le monde. Vous voyez un peu l'ampleur de cette agence. Et on revient à mon sujet de tout à l'heure. Ce qui est très important à l'AFP, comme chez Reuters ou chez AFP, c'est qu'avant tout, ce qu'on veut donner, ce sont des informations, des faits. Et le but, c'est, je vous cite juste, parce que l'AFP a une charte, hein, juste cette ligne, l'agence France Presse est une agence de presse dont la mission est de fournir à tout instant une information exacte, impartiale et digne de confiance sur l'actualité du monde entier. Le devoir de l'agence France Presse est de rechercher objectivement la vérité des faits et de diffuser des informations vérifiées en texte, photographie, vidéo, infographie et tout autre format. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que ce sont ces objectifs qu'il y arrive toujours. Hein, il y a à l'AFP comme ailleurs des erreurs. La différence par rapport parfois à d'autres médias, même si la plupart des médias sérieux le font, c'est que l'AFP, comme AP, comme Reuters, si à un moment donné ils publient une information qui est fausse, ou erronée, ou approximative, vont la corriger le plus vite possible. Parce que c'est très important d'avoir ce gage de qualité par rapport à nos clients et à ceux qui nous utilisent. Alors, je ne sais pas si arrivé à ce point de notre discussion, peut-être Stanislas, que juste vous parler de ce petit quiz qu'on avait un peu prévu rapidement. Absolument. Un quiz. Donc la question c'est, savez-vous ce qu'est une fake news? Terme que j'ai employé tout à l'heure. Je vous ai un peu donné sur la piste. Écoutez le début de la conférence. Voilà. Donc, Eric va donner la réponse. Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, fake news, c'est l'anglais, c'est-à-dire fausse nouvelle ou nouvelle contrefaite, fabriquée. Et donc, le terme maintenant qu'on préfère utiliser en français, c'est infox, pour dire une information mensongère ou délibérément biaisée qui contribue à de la désinformation. Désinformation, ça veut dire
essayer de tromper les gens en faisant passer quelque chose qui apparaît comme une information neutre, une information sérieuse. En fait, c'est utilisé de manière délibérée pour un but politique ou idéologique, d'essayer de tromper les gens qui reçoivent cette information. Et c'est un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur, en gros, depuis 2016. On a entendu parler à la fois de l'élection de Donald Trump en 2016, qui a été élu, et puis du référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Voilà, c'est une période où on a commencé à avoir, apparaître de manière très importante cette notion. Non pas que la notion de fausse nouvelle n'ait pas existé avant, hein, c'est pas une invention récente, la fausse nouvelle, mais par contre, on est arrivé, et c'est lié à la révolution numérique dont je vous parlais tout à l'heure, à une ampleur un peu différente, au point que certains ont parlé qu'on arrive aujourd'hui à une ère de post-vérité. Il n'y a plus vraiment de vérité, on ne sait plus trop ce qui est le vrai, ce qui est le faux, et pour certains, peu importe. Alors, j'ai bien compris que ce n'est pas mon point de vue, hein. Pour moi, mon point de vue, c'est pas peu importe. C'est pas le point de vue non plus de l'AFP, puisque, comme je l'ai dit, elle reste accrochée à cette idée que sa mission, c'est de fournir des informations vérifiées, des faits, pas des commentaires, pas des fausses nouvelles. Pour aller un peu plus loin par rapport à cette idée de fake news, eh bien, l'AFP a mis en place un service particulièrement dédié à cet aspect de la vérification, d'essayer quand elle repère des fausses nouvelles ou des informations qui circulent et qui paraissent un peu douteuses, et bien de mettre en place des procédures de vérification pour essayer de les contrer. Et donc il y a un site qui s'appelle AFP Factuel, je vous recommande vivement la lecture, où vous verrez tout un tas d'informations qui ont été comme ça vérifiées et pour montrer parfois que c'était un peu faux, voire parfois pas tout à fait juste ou complètement erroné. Et là-dessus, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire ça, il n'y a pas que l'AFP qui s'attaque à cette mission de combattre les fake news, de plus en plus présent dans les médias. Ben ça fait appel à pas mal de choses en fait. Ça fait appel à la fois à des techniques. Par exemple, c'est vous avez une vidéo ou une photo, on vous dit, bah voilà, c'est la preuve que il se passe ceci à tel moment. Ah, oui, mais on va vérifier la photo, puis vous savez, il y a des moyens de vérifier, de connaître la date de production d'une photo. Et on se dit, bah, c'est bizarre parce que c'est censé se passer lors du tsunami à tel endroit ou lors d'un incident à tel autre. Et en fait, la photo date de 3 ans avant. Et on a déjà pu la voir sur Internet. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, vous avez aussi des choses de bon sens. Hein. Vous avez des photos, enfin, vous avez une vidéo qui est censée aussi raconter une histoire, et puis qui est censée se passer il y a quelques jours, quand on est en été, par exemple, et on voit que les gens sont habillés vraiment très chaudement. Ça ressemble plutôt à l'hiver. Pareil, c'est quelque chose qui attire l'attention et on vérifie. Donc, comme je vous le dis, on a des moyens pour essayer de retrouver l'origine des photos. Mais encore une fois, c'est pas que des moyens techniques, ça peut être aussi envoyer des journalistes pour enquêter, pour essayer d'en savoir plus. Et dans certains cas, c'est pas toujours facile, mais on peut parfois, en ayant un peu de curiosité, un peu de bon sens, montrer assez vite qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et que l'information qu'on essaie de nous relayer est simplement fausse. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé, donc je vais peut-être voir s'il y a des réactions, des questions. Parce que le but, c'est quand même d'être un peu interactif, il va permettre de réagir, de me questionner, de me poser des questions. Alors oui, Eric, c'est une première question qui revient assez régulièrement. Est-ce que votre métier vous fait voyager? Et c'est une question en particulier des cas de CO1, CO2 du grand large, du CM2 de Montfort et de l'école du Ciographe de Saint-Savine. Alors oui, c'est souvent un sujet qui revient en journalisme. Est-ce que ça permet de voyager? Alors, je vais dire que dans mon cas à l'AFP, j'ai de la chance, que ce n'est pas forcément le cas désormais dans toutes les rédactions, parfois pour des raisons de budget, de moyens. Tous les médias ne roulent pas sur l'or, parfois la situation est difficile, pour pas mal de médias et encore plus la crise actuelle. Et du coup, bah voilà, parfois on
rogne un peu sur la liberté de mouvement des journalistes, qui est dommageable, parce que souvent, le premier endroit où le journaliste va chercher l'information et où il apporte des choses intéressantes, c'est quand il va sur le terrain. Alors, donc, à l'AFP, on a cette chance, hein, je vous l'ai dit, d'avoir beaucoup de bureaux dans le monde. Donc, les journalistes de l'AFP ont la possibilité, dans un système dit de rotation, de pouvoir régulièrement partir dans des postes à l'étranger. Donc, comment ça se passe? Et bien, il y a un poste qui les intéresse, ils vont postuler, et s'ils sont nommés, ils vont partir pour 5 ans à Washington, ou à Londres, ou à Rome, ou à Lisbonne, ou quelque part en Afrique, ou en Asie. Encore une fois, on a un réseau très très vaste. Alors, dans mon cas, moi j'ai un parcours un peu différent. Mes parents, quand j'étais au sport, ça m'a amené à aller très régulièrement suivre les Jeux Olympiques en me déplaçant en même temps que les athlètes et les compétitions. Donc, par exemple, je suis allé à Pékin en 2008, en Vancouver, au Canada, en 2010, pour les Jeux d'hiver. 2012, c'était Londres. 2014, c'était en Russie, à Sochi. Et puis, 2016, mon année de déplacement, c'était à Rio, pour les Jeux Olympiques d'été. Voilà. Donc, il y a encore des journalistes qui peuvent voyager, heureusement pour moi, et c'est vrai que c'est très important, encore une fois, comme je vous le disais, parce que c'est aussi ce qui permet d'aller sur le terrain. Alors, vous avez tous bien noté les réponses parce que ce genre d'information, vous pouvez tout à fait le mettre en reportage dans la maquette de la semaine de la presse dont on a parlé au début. Je vous rappelle juste que vous pourrez vous inscrire et vous pourrez aussi retrouver la présentation bien sûr d'Éric dans un document pour les enseignants, un PowerPoint qu'on partagera avec vous. Et pour ce qui est de la maquette, vous aurez un concours aussi avec Eric, c'est pour ça que j'en parle. Il sera membre du jury pour juger la maquette. Donc, par exemple, les informations qu'il vous donne maintenant, vous pouvez tout à fait les mettre dans un article ou une interview, c'est une question parmi d'autres, dans ce journal en classe auquel vous pouvez vous inscrire, et n'hésitez pas à le faire. Vous n'êtes pas obligé, je ne suis pas forcément le seul sujet pertinent à votre actualité. D'ailleurs, juste puisqu'on parlait de la question des ressources, je n'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais sachez, je parle là plutôt à l'adresse de vos enseignants, c'est qu'il existe un site géré avec l'éducation nationale qui s'appelle EduTech, dont l'AFP est partenaire. Et donc, il y a tout un tas de choses dont j'ai pu vous parler et d'autres tout à fait intéressantes sur le travail de l'AFP notamment, qui est disponible sur ce site EduTech. Et de ce que j'ai compris, c'est très simple pour faire la demande à votre chef d'établissement et ensuite il suffit d'avoir cette connexion pour pouvoir aller sur le site EduTech, qui est quand même un site très très riche. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le recommande. Et encore une fois, il y a ce partenariat avec l'AFP qui fait que vous aurez aussi une information complémentaire par rapport à ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Eric, il y a une question qui revient aussi, c'est avez-vous un temps imposé pour écrire un article ou une dépêche? Et ça, c'est une question d'une classe de CM2. Alors, très bonne question. Alors, c'est vrai, et ça va rejoindre du coup ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ce dilemme, cette tension entre rapidité et fiabilité, les vérifications, c'est que voilà, les journalistes ils travaillent quand même avec cette pression de ce qu'on appelle le deadline, c'est-à-dire on ne peut pas une information du jour, on n'attend pas votre dépêche. Donc, pour l'AFP, ça fait un article qui s'appelle dépêche, c'est le terme consacré. Votre dépêche, on ne l'attend pas pour dans 10 jours. On l'attend pour le plus tôt possible. Alors, c'est un peu la différence qu'il peut y avoir avec l'AFP par rapport à un quotidien. C'est qu'un quotidien, en gros, vous avez toute la journée pour le traiter, de manière à ce que le soir, ça soit bien arriver à temps pour le journal d'impression, et que le matin, ce sera bien dans les kiosques, dans le journal. Donc, vous avez souvent un peu de temps, moins que si vous travaillez dans un mensuel, encore plus de temps pour préparer leurs articles. Donc voilà, il faut dire qu'il y a des deadlines, entre guillemets, des délais qui varient beaucoup selon le rythme de votre publication, de votre... pareil, si vous travaillez en radio ou en télé, ça dépend si vous travaillez pour Envoyé spécial avec une émission toutes les semaines, et si vous travaillez pour le journal de 20 heures avec un sujet à faire pour le soir. Et donc, effectivement, il y a pour tous les journalistes cette contrainte du délai, de décrire souvent le plus vite possible, de faire son sujet le plus vite possible. Et justement, tout l'art du métier, c'est aussi de respecter cette contrainte sans pour autant
que ça se passe au détriment de la qualité de l'information qui est produite, de sa vérification notamment. Voilà. Donc ça, c'est toujours un peu la difficulté du travail de journaliste. Mais c'est vrai que mais ça s'apprend aussi à travailler et à écrire rapidement. Hein. Dans d'autres qui peuvent penser être un peu lent. C'est pas, voilà, on apprend aussi à travailler avec ces délais-là. Je pense que je fais beaucoup plus vite que je l'écrivais. Donc, ça s'apprend à ça aussi. Il y a une question qui revient aussi, est-ce qu'il faut parler plusieurs langues pour devenir journaliste? Lesquelles? Alors, les langues, sujet très intéressant. Alors, là aussi, ça dépend forcément de pour quel média, quel type de journaliste vous intéresse. J'ai envie de dire que si vous voulez travailler, je ne dis pas que c'est pas, ça va être utile de parler anglais, mais si vous voulez travailler à Ouest France, j'ai envie de dire, si vous voulez travailler à Ouest France, c'est peut-être mieux si vous parlez breton, par exemple. Localier dans cette partie-là de la zone de couverture de Ouest France, ce sera peut-être plus utile si vous parlez breton. Mais disons par exemple à l'AFP, clairement, mais c'est une agence mondiale, donc forcément avec l'idée de pouvoir, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, voyager, aller à l'étranger. Très clairement, à l'AFP, il y a absolument la nécessité de maîtriser l'anglais, ça c'est sûr, écrit et parlé, et au moins une autre langue. Alors souvent, ça va être, parce que c'est un peu ce qu'on apprend à l'école, l'espagnol ou l'allemand, mais on a aussi la possibilité d'apprendre au fur et à mesure. Hein, il y a des formations qui sont ouvertes pour tout le long de la vie professionnelle pour les journalistes, hein, pour apprendre. Donc c'est sûr qu'on va difficilement quand même apprendre le chinois ou le russe en quelques mois, mais c'est vrai que c'est un plus par exemple, la maîtrise des langues. Hein. Si vous entrez à l'AFP et que vous maîtrisez très bien le chinois et le japonais, bah, c'est sûr que vous avez une chance supplémentaire par rapport à vos autres collègues d'avoir la possibilité d'être nommé par exemple au bureau de Tokyo si vous parlez japonais, ou à Moscou si vous parlez russe, ou à Pékin si vous parlez chinois. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est aussi parce que ça vous permettra sur le terrain d'aller au contact des gens qui ne parlent que français et anglais dans pas mal de pays du monde. Ça peut être un peu limité dans la capacité. Alors, on peut travailler de traducteur, on le fait hein, dans un tas de pays où les journalistes d'AFP, c'est pas toutes les langues. Hein. Enfin, même si j'ai oublié de le dire, mais parmi les journalistes de l'AFP, il n'y a pas que des journalistes français, il y a des journalistes de plein de nationalités, presque plus de 80 nationalités différentes au sein de l'AFP. Il y a un gros contingent de journalistes français, ou francophones d'ailleurs, pas forcément français, mais aussi beaucoup de journalistes anglophones, hispanophones, parce que ce sont aussi nos langues de travail et qu'on est une agence mondiale, hein, vraiment multilingue. Donc, en tout cas, je ne peux que vous encourager, si vous voulez apprendre des langues, à le faire, c'est toujours utile. Alors, on continue au niveau des questions sur le métier et ses exigences. De l'école élémentaire publique Benjamin Rabier de Gonesse, des CM1 et des CM2, je vous demande, est-ce qu'on met sa vie en danger quand on est journaliste? En particulier, est-ce que c'est un métier risqué quand on va dans un pays en guerre, parce que c'est terrain de conflit? Alors, oui, ça peut arriver que mettre un peu sa vie en danger. Là aussi, ça va dépendre clairement de l'endroit où vous allez travailler. Moi, très clairement, je vais être honnête, j'ai fait une grande partie de ma carrière à l'AFP, au service politique, au sport à Paris. Il m'est arrivé bien sûr de bouger pour des reportages. Pour l'essentiel, franchement, j'ai jamais eu trop peur pour moi. Par contre, c'est clair que nos journalistes de l'AFP, ils sont en poste à Bagdad, ils sont en poste en Afghanistan, qui ont été en poste pour certains. Alors, en Syrie, c'est souvent plus des pigistes, parce que c'est pas forcément des journalistes. Finalement, l'accès était très difficile. Plus des journalistes syriens qui travaillaient pour l'AFP. Et là, clairement, oui, vous pouvez sa vie en danger. Et ça fait aussi partie de la grandeur du métier, mais aussi de ses côtés très, très, très négatifs. Hein, c'est qu'on peut être mis en danger. Moi, pour aller sur le terrain des exemples, des anecdotes, je vous dis, ça m'est quasiment jamais arrivé. La seule fois où j'ai eu un petit peu peur, pour le dire très clairement, et il y a pas mal de temps, en 2000, j'étais journaliste alors au service des sports et j'avais été envoyé au Nigeria, à Lagos, pour
m'étais retrouvé dans le stade de Lagos pour couvrir un match. Et c'était un match entre le Nigeria et je crois que c'était le Sénégal. Et le Sénégal était en train de remporter la rencontre. Et du coup, les supporters nigérians commençaient à devenir très très chauds. Et très sincèrement, dans les tribunes de presse, on a commencé à avoir peur, et pas que dans les tribunes de presse, parce que je me rappelle après match avoir discuté avec les arbitres marocains de cette rencontre, qui eux aussi avaient eu assez peur. Donc voilà, parfois, dans certains stades de foot, les choses sont. Bon, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très très rare. Hein. Dans des terrains de foot, ça se passe bien. Mais là, en l'occurrence, oui, c'était un petit peu chaud. J'avoue que j'avais pas été très rassuré. Mais c'est un cas particulier. Il y a une question qui revient aussi beaucoup, mais qui est plus personnelle. C'est pourquoi avez-vous voulu devenir journaliste? Il a été posé notamment par des élèves du collège de 4e de Berck-sur-Mer. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que, comme je l'ai dit au début de la conférence, ce qu'il y a de très bien avec le journalisme, c'est qu'on peut le pratiquer sous des formes très différentes. Et du coup, bah, c'est pas forcément les mêmes qualités dont on a besoin, et du coup, c'est pas forcément les mêmes choses qui nous conduisent vers le journalisme. Mais souvent, il y a quand même un trait commun, c'est quand même une forme de curiosité pour ce qui se passe autour de vous, une forme de curiosité pour ce qui se passe dans le monde. Moi, par exemple, voilà, c'est un peu, moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi les choses se passent, comment on en arrive à des situations de crise politique, pourquoi on en arrive à des situations très tendues politiquement à un moment donné dans des pays. Et pour essayer de comprendre ça, eh ben, on va aller sur le terrain, on va essayer de rencontrer les gens, de discuter avec eux pour comprendre les différentes opinions, parce que souvent c'est justement comme ça qu'on voit que il y a différentes opinions, et c'est ça aussi qui crée à la fois la richesse et parfois les tensions dans un pays à un moment donné ou dans une société à un moment donné. Et puis voilà, donc ça implique aussi du coup de discuter avec les gens, mais aussi de lire beaucoup. Hein, je vous le disais au début, l'importance de la culture générale. Voilà, un journaliste qui ne lit pas de livres, pour moi, c'est souvent un mauvais journaliste. Parce que ça fait partie des choses que le journaliste doit avoir, cette culture générale pour comprendre l'univers qu'il essaie de traiter. Donc voilà, donc encore une fois, on peut avoir, ça fait appel à plein de qualités différentes. Vous pouvez par exemple être quelqu'un extrêmement débrouillard et vous êtes un très bon journaliste de terrain. Et puis il y en a d'autres qui sont parfois peut-être moins à l'aise dans les rapports avec les gens, mais qui sont par contre des gens extrêmement rigoureux, qui adorent vérifier, revérifier, re-revérifier. Et ben, il y a dans l'organisation du travail, par exemple dans un média comme l'AFP, quelque chose dont je n'ai pas eu encore l'occasion de vous parler, ben, il y a une organisation du travail qui fait que d'un côté, vous avez des journalistes qui vont regarder sur le terrain, mais pour faire en sorte de respecter les règles dont je vous ai parlé, on va faire en sorte que l'information, quand un journaliste va rédiger une dépêche, par exemple, ne va pas être envoyée directement à nos clients, il va toujours passer par un desk qui va avoir un travail de contrôle interne, un peu, si vous voulez. C'est comme si vous pouviez relire par nos camarades avant la correction par l'enseignant. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a aussi des gens qui sont ce qu'on appelle des deskers, parce que là aussi, dans les agences, il y a beaucoup de termes desk, c'est le bureau. Donc, ils vont peut-être moins bouger, mais qui, eux, vont avoir, encore une fois, cette culture de passer méticuleux, la vérification, et ils vont avoir un rôle très important. Donc, on peut avoir des qualités très différentes. L'important, par contre, oui, c'est d'avoir envie. C'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, le métier de journaliste, d'autres métiers, un métier souvent passionnant, mais parfois difficile à exercer. C'est parfois difficile d'entrer dans le métier. Et donc, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir envie. Mais, comme je le disais tout à l'heure, souvent, c'est quelque chose qu'on peut tester. Alors, on peut le tester quand on a commencé à faire des études supérieures, en faisant des stages. Mais je pense que même quand on est relativement jeune, très jeune comme vous, voilà, essayer de participer à des journaux d'école, des journaux d'initiative, c'est une bonne façon de se tester sur son envie par rapport à cette journée. Merci Eric.
Cette question a été posée donc, par plusieurs cas. Merci d'avoir répondu en détail. Il y a une question qui est un peu liée avec 25 ans d'expérience de journaliste. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à devenir journaliste? Alors, comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'est bien de faire une formation initiale assez solide. Donc ça veut dire commencer par une formation universitaire dans le domaine qui vous intéresse, parce que ça va vous donner une culture générale, une culture dans le domaine donné. Ça peut être aussi bien littéraire que l'histoire, la science, les sciences politiques, les sciences physiques, la chimie, peu importe. Même si on souffre un peu dans le journalisme, en France en tout cas, d'avoir pas beaucoup de gens qui ont vraiment une très solide culture scientifique, en mathématiques ou en sciences physiques ou en chimie. On a plutôt des formations plutôt littéraires ou sciences sociales, ce qui est très bien. Mais parfois, on le voit sur un sujet comme actuellement le Covid, c'est bien aussi d'avoir des gens qui ont une solide culture scientifique. Donc, je pense qu'il n'est pas souhaitable d'entrer trop vite dans le journalisme. C'est un peu le sens de la question. Et c'est bien de prendre le temps d'acquérir, je vous dis, ce qu'on appelle une licence, donc les 3 premières années universitaires, un bon bagage, et après de faire, si on peut, par exemple, une formation reconnue par la profession, ou une autre d'ailleurs, mais avec un peu de... Parce que c'est aussi un métier qui demande de la maturité. On voit bien, c'est pas seulement maîtriser une technique, c'est aussi être à l'aise dans les rapports humains, avoir soi-même un peu de vécu qui fait que ça aide à comprendre les sujets qu'on traite. Et du coup, moi, je pense qu'effectivement, ça peut être aussi une bonne chose parfois, des gens qui se reconvertissent sur le tard et qui peuvent venir avec une expérience très différente et qui viennent dans le journalisme plus tardivement. Ça peut être souvent très, très intéressant. Après, les conditions d'accès aujourd'hui font que les conditions matérielles, rapidement, font que c'est pas forcément toujours évident. Si vous avez déjà, je sais pas, 40 ans et une carrière professionnelle derrière vous, de vous lancer comme ça dans le journalisme, c'est pas forcément évident. Mais pour répondre rapidement, oui, enfin, moi je déconseillerais d'entrer trop vite dans le métier. Je pense qu'il faut plutôt une formation à jusqu'à bac plus 5. Mais par contre, rentrer plus tard, si la poule en vie vous vient vraiment, et on a des bons exemples de gens qui sont arrivés plus tard dans le métier, qui apportent cette richesse humaine finalement dans le En tout cas, pour la grande participation aux questions, je mentionne en particulier les CM1 de Saint-Martin-du-Bar et la classe de Mme Dalin, très impliqués. Voilà, j'annonce une question des CE2 de l'école Lucie Aubrac de Sainte-Savine. Quel est votre plus beau souvenir de journaliste? plus beau souvenir de journaliste. Alors, je vais être un peu chaud. C'est un souvenir de journaliste sportif pour le coup. C'est pas très ancien. C'est en 2018, la Coupe du Monde de football, remportée par la France. Et j'avoue que ce soir-là, quand j'ai pu envoyer ce qu'on appelle un flash en agence, il y avait donc des dépêches, on va dire, normales, d'actualité normale, sans employer ce terme. Et puis pour des informations importantes, vous avez donné ce qu'on appelle une alerte. Alerter justement les lecteurs de l'AFP pour leur dire attention, là, il y a comme un sujet important, et on vous donne sous forme très brève, juste pour vous alerter, attention, il se passe quelque chose. Et souvent, c'est ce qui va mobiliser, par exemple, dans des rédactions, le fait d'envoyer un envoyé spécial ou de mettre en branle la rédaction parce qu'il y a un sujet fort qui est en train de monter. Et puis, au-dessus de l'alerte, il y a encore au-dessus le flash. On ne fait pas beaucoup, on fait à peu près une dizaine par an. Et là, c'est pour une information vraiment très, très, très importante. Et en l'occurrence, il y a eu ce flash en 2018 pour la France qui a remporté la Coupe du Monde en Russie face à la Croatie. Donc voilà, bon, j'en ai d'autres sans doute, mais voilà, c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Alors, il y a la question du choix de l'information qui revient. Comment est-ce que vous choisissez une information, un article plutôt qu'un autre, en genre, qui doit être formé?
très bonne question parce que souvent, dans le journalisme, d'ailleurs, même quand j'ai fait des choses jusqu'à présent, je me suis beaucoup concentré sur cette question de la vérification. C'est vrai ou c'est faux. C'est approximatif. Mais dans le journalisme, il n'y a pas que vrai ou faux. Il y a aussi savoir comment on choisit de traiter un sujet par un autre, comment on hiérarchise. Alors, ce choix de l'information, d'abord, il n'est jamais totalement individuel, il est même très souvent collectif. Comme vous l'avez peut-être déjà commencé à le regarder, il y a des endroits, en conférence de rédaction, il y a des personnes, des chefs de service ou des rédacteurs en chef. Le rédacteur en chef, c'est celui qui dirige la rédaction, pour le dire rapide. Donc, il y a des gens qui sont encore plus importants que d'autres pour le choix de traiter un sujet ou pas, de donner une information ou pas. Mais même n'importe quel journaliste, une fois qu'il a un sujet à traiter, lui-même va faire le tri entre différentes informations qu'il va pouvoir obtenir, vérifier, recouper, de dire lesquelles il va utiliser dans sa dépêche, lesquelles il va garder, lesquelles il ne va pas garder. Et sur cette question des choix, alors j'ai envie de dire, il faut aussi distinguer là aussi entre les médias. Il y a clairement des médias qui ont ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Là aussi, c'est un terme très important. La ligne éditoriale, ça veut dire que, par définition, on ne peut pas traiter de tout. Et donc, la plupart des médias ont clairement une ligne éditoriale, qui peut être une ligne politique. Hein, c'est clair que si vous travaillez au Figaro, c'est pas la même ligne politique que à l'UMA, qui est en à droite, l'UMA plutôt à gauche. Ça peut être aussi des lignes thématiques. Si vous travaillez aux Échos, vous allez mettre l'accent sur la dimension économique de ce que vous traitez très souvent. Si vous travaillez à l'équipe, c'est plutôt l'aspect sportif qui vous intéresse. Hein. Je ne sais pas traiter parfois de dimension de société ou politique, mais voilà. Et ainsi de suite. Hein. La plupart des médias ont une ligne éditoriale. À l'AFP, comme je l'ai dit, on essaie de ne pas avoir une éditoriale, en tout cas pas une éditoriale au sens politique du terme, ça absolument pas, puisque, comme vous l'avez compris, à l'AFP, nous avons 5000 clients dans le monde entier, de droite, de gauche, voilà. L'ensemble du spectre politique, l'ensemble du spectre des journaux, ça peut être la Croix, plutôt un journal qui revendique sa culture religieuse, alors que d'autres vont être plutôt complètement athées, etc. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, de donner l'information, de donner les faits, et à charge ensuite pour ces médias-là d'en faire ce qu'ils veulent, de les interpréter comme ils veulent, de les traiter comme ils veulent. On peut faire juste une alerte un petit peu. Donc, à l'AFP, oui, bien sûr, on va trier. On va trier en fonction d'une autre notion importante en journalisme, qui est l'angle. Parce que, par définition, quand vous allez sur le terrain pour traiter un sujet, surtout que vous êtes limité aussi on a dit tout à l'heure, on était limité dans le temps, mais on est aussi limité dans l'espace ou dans la taille de son article. La plupart des dépêches ne dépassent pas les 600 mots. Donc, 600 mots, je peux vous dire que quand vous écrivez, ça va assez vite. Donc, surtout, vous ne pouvez pas vous permettre de partir dans tous les sens, de vouloir raconter tout, y compris dans les détails. Donc là, il y a un tri à faire, et ce tri, c'est l'angle. L'angle, c'est quoi? C'est que vous y allez en disant, moi, ce qui m'intéresse dans cette actualité-là, c'est de traiter tel aspect précis. Par exemple, je ne sais pas, vous allez traiter un sujet, je ne sais pas, du sport, mais vous allez le traiter parce que ce qui vous intéresse, c'est l'angle les femmes ou comment, pourquoi les femmes s'intéressent tout d'un coup à tel événement sportif. Pourquoi je vais imaginer un angle tellement naturel pour le journaliste que c'est presque parfois difficile à expliquer. C'est vraiment le fait que vous n'avez pas traité toute l'actualité et que vous y allez en cherchant une sorte de problématique précise dans l'actualité, un angle précis. Vous faites le tri. Tout ce qui ne va pas, n'est pas lié à ce sujet-là, à ce sujet que vous avez choisi, vous le mettez de côté. Et donc c'est comme ça que vous pouvez opérer une sélection et vous retrouvez l'arrivée à faire effectivement votre dépêche de 600 mots, parce que sinon, si vous vouliez, quand vous êtes sur le terrain et que vous voulez raconter un match de foot, vous pourriez en faire des heures et des heures.
Il y a une question qui est liée à cette idée justement d'angle et de choix politiques ou pas, justement. Que pensez-vous de la relation entre le pouvoir politique et les journalistes? Et ça, c'est une question du collège Gaston Rouvenel et de la classe de quatrième. Ah, alors, ça c'est aussi un sujet intéressant et important. Alors, je dirais que d'abord que tous les médias ne sont pas consacrés, n'affrontent pas cette question de la même manière. Parce que par définition, suivant que vous êtes un média public ou privé, par exemple, suivant qui est votre actionnaire, c'est pas forcément les mêmes enjeux. Vous pouvez avoir des plus de pays aussi. Clairement, par exemple, si vous travaillez, vous êtes dans un média russe en ce moment, pas du tout la même, vous n'avez pas du tout les mêmes marges de manœuvre que vous pouvez avoir en France par rapport au pouvoir politique, même si là aussi, le pouvoir politique en France, comme dans tous les pays, va essayer souvent d'influencer les journalistes. Parce que et c'est vrai dans tous les pouvoirs, hein, c'est vrai des pouvoirs politiques, mais c'est vrai aussi dans le secteur du sport, par exemple. Si vous traitez d'un club de foot, ce club de foot-là, ou la Fédération française de football, ou la FIFA, ou l'UEFA, ont toujours intérêt à plutôt faire en sorte qu'on parle des sujets qui les intéressent et sous l'angle qui les intéresse. Et donc, il y a toujours une pression régulière par des sources pour essayer d'obtenir l'information telle que ça les arrange. Et donc, après, la question, c'est de savoir est-ce que les médias ont les moyens juridiques, économiques de leur indépendance pour résister à ce type de pression. Alors, cette question est d'autant plus importante pour l'AFP que, j'ai pas eu le temps de le dire encore, mais l'AFP a un statut très particulier, très à part. Les gens parfois pensent que l'AFP est un service public. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'est pas tout à fait non plus une entreprise privée comme les autres. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça a été reconnu récemment pour l'AFP, elle remplit une mission d'intérêt général. Précisément, cette mission d'intérêt général, c'est de fournir l'information à l'ensemble des médias qui en feront ce que bon leur semble, mais de leur fournir l'information vérifiée, rigoureuse, et aussi pluraliste que possible. Et donc, pour faire cette mission, l'État français verse ce qu'on appelle une mission d'intérêt général, et ça a été accepté, c'est pas forcément gagné par l'Union européenne et par la Commission de Bruxelles, de dire, bah oui, effectivement, l'AFP a ce rôle particulier d'avoir un réseau mondial, très grand réseau, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour collecter l'information, et ça a une valeur, j'allais dire, un peu démocratique, ce réseau, et donc on peut le financer. Et bien évidemment, se pose toutes les questions de savoir, une fois que vous avez un financement public, ben, est-ce que derrière, il peut y avoir des pressions? C'est arrivé à l'AFP dans son histoire, très souvent. On peut avoir des pouvoirs publics qui, comme ils étaient un peu alors, juste pour préciser, donc, cette mission d'intérêt général, ça fait une partie du budget de l'AFP. Ce n'est pas tout le budget de l'AFP, mais c'est à peu près aujourd'hui 40%. Donc c'est-à-dire que c'est quand même important pour le fonctionnement de l'AFP. Et donc, je vous le disais, parfois les pouvoirs publics peuvent penser que puisqu'ils mettent de l'argent à l'AFP, ce serait bien que l'AFP dise plutôt les choses qu'ils ont envie qu'elle parle et de la manière dont ils ont envie qu'on parle. Après, c'est à l'AFP, à ses journalistes, à ses PDG, à la direction de l'information, ses rédacteurs en chef, de résister à telle pression. Puis des fois, quand la pression est trop forte, on va communiquer, on va dire que voilà, on est victime de pression et que ce n'est pas acceptable par rapport au fonctionnement des médias. Alors, il y a une question que je retiens aussi, c'est que vous avez utilisé parfois une petite erreur et comment on aurait pu la corriger. Il y a une question qui est un peu beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire pourquoi tout le monde croit les journalistes? Les journalistes, déjà, pour les erreurs et secourir, on les croit. Autre vraie question. Alors là, c'est le petit reporter de la classe de CM1, CM2 de l'école Madame Araki de Belay. Merci à eux. Ce sont deux très bonnes questions. Alors la première, oui, j'aurais peut-être dû commencer par le dire à un moment donné dans mon exposé. Je vous l'ai dit, l'AFP s'est fait en sorte de vérifier systématiquement l'information, mais nul n'est infaillible, pas plus l'AFP que Reuters ou que n'importe quel média. Et il arrive que l'AFP, malheureusement,
donne des fausses nouvelles. C'est très grave pour l'AFP parce que précisément, sa crédibilité, c'est-à-dire son image chez ses clients, dépend justement de son sérieux. Alors, le dernier exemple en date, que vous connaissez déjà, c'est en 2015, où l'AFP, à tort, avait annoncé le décès de Martin Bouygues. Ça a été une catastrophe industrielle pour l'AFP. Bon, on est remis heureusement, mais voilà, c'est quelque chose de très grave, parce que, encore une fois, les clients de l'AFP payent, souvent sous forme d'abonnement, pour avoir cette information, et avec l'idée que si l'AFP le dit, c'est que c'est vrai. Heureusement, c'est très souvent le cas, mais c'est très grave, comme je vous le disais, quand on se trompe. Donc c'est pour ça qu'on a plein de procédures. Après cette affaire de Martin Bouygues, par exemple, on a fait pas mal de débriefs pour essayer de réfléchir sur comment on est arrivé là, qu'on pouvait changer nos procédures, notamment du côté des sources, du sourçage, justement, pour faire en sorte que ça ne puisse plus arriver. Voilà, je ne peux pas vous dire que ça n'arrivera plus jamais à l'AFP, j'espère, mais il n'y a pas de, encore une fois, nul n'est infaillible. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que tous les médias n'ont pas les mêmes normes de vérification et de contrôle, et que même si l'AFP, comme Reuters, comme AP, peuvent se tromper, ils ont quand même beaucoup plus de normes de vérification que beaucoup d'autres gens qui font circuler des nouvelles ou des pseudo-nouvelles dans l'espace public. Alors, après, pourquoi est-ce qu'on croit les journalistes? Alors, tout le monde ne les croit pas. Même une partie des gens les croient de moins en moins. Alors, on les croit de moins en moins, parfois à cause de ce dont je viens de parler. Les journalistes font aussi des erreurs. Et quand ça arrive, ça les décrédibilise. Et en plus des grosses erreurs, il peut y avoir tout l'aspect d'approximation parfois, le travail trop vite. Après, je dirais juste qu'il faut faire très attention. C'est souvent une tendance qu'on a à parler de les médias. Si tu as un tout cohérent, voilà. En fait, les médias, c'est pluriel, il y a des choses très différentes. Et parfois, certains médias font des grosses erreurs ou ont un mode de fonctionnement qui est très critiquable. Et puis d'autres sont beaucoup plus rigoureux, mais des fois on a tendance un peu à mettre tout dans le même paquet. Mais il n'empêche que derrière cette critique des médias, il y a aussi cette part de réalité qui est que des fois les médias, en travaillant trop vite, on est pris dans un système où tout le monde le suivisme les uns derrière les autres, on peut arriver à faire à l'arrivée à avoir des informations soit fausses, soit tous parler des mêmes choses, et c'est à ce moment-là vu de manière critique, à juste titre, par les publics. Mais après, pourquoi on les croit dans l'autre sens? Parce que aussi, en tout cas, je prends l'exemple de l'AFP, beaucoup des clients de l'AFP croient à l'AFP parce qu'ils savent, à l'expérience, que dans les grandes lignes, c'est plutôt quelque chose de sérieux. Non pas parce que l'AFP le dit, mais parce qu'elle le prouve jour par jour dans l'information qu'elle donne. Encore une fois, sans mésestimer ses erreurs ou ses approximations. Hein. Mais disons qu'elle a atteint un niveau de qualité, mais l'AFP comme Reuters, comme AP, comme d'autres médias, hein, je parle de l'AFP parce que c'est celle que je connais mieux, qui les rend crédibles, mais c'est pas juste une croyance, ça correspond aussi à une réalité. Merci beaucoup Eric pour cette participation à cette conférence et surtout de nous avoir présenté et d'avoir pris le temps de nous présenter en détail le métier de journaliste, votre expérience, vos enjeux et surtout d'avoir répondu en détail à toutes les questions. Nous vous rappelons que cette conférence, vous pouvez la revoir sur Léa. Elle est enregistrée, elle sera disponible dans les jours qui viennent à revoir sur léa.fr. Nous allons partager avec vous les documents relatifs à cette conférence et tout ce qui est nécessaire en termes de liens et de sources, également sur Léa. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de participer au journal à l'école, pourquoi pas en utilisant l'intervention d'Éric, avec toutes les ressources pédagogiques qui y sont liées. Et vous pourrez aussi retrouver Eric en tant que jury de notre concours des meilleures maquettes, des maquettes des élèves, qui se rendra, disons, son avis après la semaine de la presse. Donc prenez le temps, comme c'est indiqué sur le site léa.fr dans le groupe de travail, de participer à ce journal en ligne et vous aurez la chance de
participer au concours. C'est un dernier mot. Bien sûr. Vous remercier d'abord d'avoir été nombreux à assister à cette conférence. Et puis voilà, s'il y a deux idées qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment que voilà, le journalisme, c'est un métier qui s'apprend. Et j'espère que j'ai donné envie à certains d'entre vous, soit de devenir journaliste, ou en tout cas, pour les autres, parce que je comprends bien qu'il y a plein d'autres métiers très intéressants, au moins de se montrer des consommateurs d'informations, des gens qui consomment l'information, avec un regard un peu critique, avec curiosité, mais aussi en essayant toujours de se poser la question, mais quelle est la source de cette information? Voilà. Si j'ai réussi ça, je serai très content. Au revoir à vous. Merci à tous et merci à toutes les classes qui ont participé. Il y a de nombreuses et posé plein de questions. On vous retrouve sur les A. À bientôt.